Paris, en cette année 1400, est la plus grande ville de la chrétienté occidentale. Ses habitants se comptent en dizaines de milliers, peut-être 100 000 âmes, un chiffre considérablement réduit par rapport aux décennies précédentes. Les épidémies de peste qui ont frappé le royaume depuis le milieu du XIVe siècle, les famines récurrentes et les ravages de la guerre contre les Anglais ont profondément affaibli la population de la capitale. Pourtant, Paris reste une ville immense pour son époque, un centre de pouvoir, de commerce et de savoir dont l'influence s'étend bien au-delà des murailles qui l'entourent. La ville est ceinte d'une enceinte fortifiée, dont les murs de pierre, renforcés de tours à intervalles réguliers, dessinent un périmètre que l'on peut parcourir en plusieurs heures de marche. Des portes monumentales percent cette muraille et permettent l'accès à la cité. Chaque matin, les gardes ouvrent ces portes à l'aube et les ferment au crépuscule. Entre ces deux moments, un flot continu de charrettes, de cavaliers, de piétons et d'animaux entre et sort de la ville. Les paysans des villages voisins amènent leurs produits pour les vendre au marché. Les marchands arrivent avec des ballots de tissu, des tonneaux de vin, des sacs de grains. Les pèlerins, les étudiants, les mendiants et les voyageurs de toutes conditions se pressent aux portes, parfois contrôlés par les agents du prévôt chargés de percevoir les taxes sur les marchandises. La Seine partage Paris en 3 parties distinctes. La rive droite, la plus étendue et la plus peuplée, concentre l'essentiel de l'activité commerciale et artisanale. La rive gauche abrite les collèges, les couvents et les logements des étudiants et des maîtres de l'université. L'île de la Cité, au centre, forme le cœur historique de la ville avec la cathédrale Notre-Dame, le palais royal et les bâtiments de la justice. Des ponts relient ces 3 parties, et ces ponts sont eux-mêmes bordés de maisons et de boutiques, si bien que le passant qui les traverse a parfois l'impression de marcher dans une rue ordinaire, plutôt que de franchir un cours d'eau. Le matin, Paris s'éveille au son des cloches. Les dizaines d'églises et de chapelles que compte la ville sonnent les matines, puis les laudes, puis la prime, scandant les premières heures de la journée selon le rythme liturgique qui ordonne le temps pour l'ensemble de la population. Les cloches servent de repère universel dans une ville où les horloges mécaniques restent rares et réservées à quelques édifices publics. Chacun règle ses activités sur ses sonneries, et le premier coup de cloche du matin déclenche une série de gestes répétés, chaque jour dans chaque foyer. Les boulangers sont parmi les premiers à être actifs. Leurs fours ont chauffé pendant une partie de la nuit et les premières fournées de pain sont prêtes à l'aube. Le pain est l'aliment fondamental de la population parisienne. Il en existe plusieurs sortes. Du pain blanc de froment réservé aux tables aisées au pain bis ou au pain de seigle consommé par le commun. Les boulangers sont regroupés dans certaines rues et soumis à des règlements stricts qui encadrent le poids, la qualité et le prix de leur production. Les jurés du métier vérifient régulièrement la conformité des pains mis en vente et les fraudeurs s'exposent à des amendes ou à l'exposition publique, au pilori. Dans les maisons, le réveil suit un ordre qui dépend de la condition sociale. Les domestiques et les servantes se lèvent les premiers pour allumer le feu, aller chercher l'eau au puits ou à la fontaine la plus proche et préparer ce qui sera nécessaire pour la journée. L'intérieur d'une maison parisienne ordinaire est sombre et étroit. Les pièces sont peu nombreuses, souvent 2 ou 3, réparties sur plusieurs étages dans une maison dont la façade donne sur la rue et dont l'arrière ouvre sur une cour ou un jardin minuscule. Le rez-de-chaussée sert fréquemment de boutique ou d'atelier. Les étages supérieurs constituent le logement proprement dit. Le mobilier est limité mais solide. Un coffre pour ranger les vêtements et le linge, une table sur tréteau, des bancs, un lit garni de paille ou de plumes selon les moyens, quelques ustensiles de cuisine accrochés près de la cheminée, qui sert à la fois au chauffage et à la cuisson des aliments. La cheminée est le centre de la vie domestique. On y fait bouillir la marmite qui contient la soupe quotidienne, ce mélange de légumes, de fèves, de pois et parfois de viande, qui constitue la base du repas pour la majorité des Parisiens. Le pot reste sur le feu une grande partie de la journée, et chacun y puise selon les heures et les besoins. Le matin, le premier repas est simple. Un morceau de pain trempé dans du bouillon ou accompagné d'un peu de fromage. Le vin coupé d'eau est la boisson courante, car l'eau disponible dans la ville est souvent impropre à la consommation, en raison de la proximité des activités artisanales et des déchets qui contaminent les puits et les rivières. Les rues de Paris en 1400 offrent un spectacle dense et bruyant. Elles sont étroites, rarement pavées en dehors des axes principaux,
est bordée de maisons dont les étages supérieurs avancent en encorbellement au-dessus de la chaussée. La lumière du jour peine à atteindre le sol dans les ruelles les plus resserrées, et même en plein midi, certains passages restent dans une pénombre permanente. Le sol est couvert d'un mélange de boue, de déchets alimentaires, de déjections animales et humaines, et d'eau usée jetée depuis les étages. Un ruisseau central, quand il existe, est censé drainer ces immondices vers la Seine, mais il est souvent obstrué et stagnant. Les Parisiens marchent avec précaution, portant des socs de bois ou des chaussures montantes pour protéger leurs pieds. Les métiers occupent des rues entières et leur donnent souvent leur nom. La rue de la Boucherie abrite les bouchers, qui découpent la viande à même la rue, le sang coulant dans le caniveau. La rue de la Ferronnerie est celle des forgerons et des quincailliers, dont les marteaux résonnent du matin au soir. Les tanneurs et les mégissiers sont installés le long de la Bièvre, où ils traitent les peaux avec des substances dont l'odeur imprègne tout le voisinage. Les drapiers occupent les rues proches des halles. Les orfèvres sont regroupés sur le pont au change. Chaque corps de métier forme une communauté organisée autour de sa confrérie, de ses règlements et de son saint patron, dont la fête donne lieu à des cérémonies et des processions annuelles. Le travail artisanal occupe la majeure partie de la journée. Un maître artisan travaille avec ses compagnons et ses apprentis dans un atelier qui donne directement sur la rue. Les volets de bois rabattus forment un auvent et un comptoir qui permettent à la fois de montrer le travail en cours et de vendre les produits finis aux passants. L'apprenti, souvent un garçon de 12 ou 13 ans placé par ses parents chez un maître pour plusieurs années, apprend les gestes du métier en observant et en imitant. Il loge chez son maître, mange à sa table et se soumet à son autorité en échange de la formation qui lui permettra un jour de devenir compagnon, puis, s'il en a les moyens, maître à son tour. Les halles de Paris constituent le grand marché de la ville. Elles sont situées à proximité de l'église Saint-Eustache et occupent un espace considérable où des étals couverts et des pavillons abritent les marchands de toutes sortes. On y trouve des légumes, des fruits, du poisson, de la viande, du fromage, des œufs, mais aussi du tissu, de la mercerie, des ustensiles de cuisine et 1000 autres articles de la vie courante. Le marché est un lieu de bruit, de mouvement et de négoce permanent. Les cris des marchands se mêlent aux discussions des acheteuses, aux disputes sur les prix, aux appels des porteurs qui se frayent un chemin dans la foule avec leurs charges sur le dos. Le repas principal est pris en milieu de journée. Dans les foyers modestes, il consiste en une soupe épaisse accompagnée de pain et parfois d'un morceau de lard ou de poisson salé. Les jours de fête, on peut ajouter un morceau de viande rôtie ou une tourte. Les familles aisées disposent d'une alimentation plus variée. Leur table reçoit des viandes de plusieurs sortes, du bœuf, du porc, du mouton, de la volaille, du gibier quand la saison le permet. Les épices, coûteuses mais prisées, relèvent les plats et témoignent du rang de celui qui les sert. Le poivre, le gingembre, la cannelle, le safran arrivent par les routes du commerce lointain et se vendent chez les épiciers de la rive droite à des prix qui les réservent aux bourgeois et aux nobles. L'après-midi, la ville poursuit son activité. Les étudiants de l'université se rendent aux leçons dispensées dans les collèges de la rive gauche. L'université de Paris est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses d'Europe. Ses maîtres enseignent la théologie, le droit canon, la médecine et les arts libéraux à des centaines d'étudiants venus de toutes les provinces du royaume et même de l'étranger. Ces étudiants vivent dans des conditions souvent précaires, logés dans des chambres louées chez l'habitant ou dans les collèges fondés par des bienfaiteurs. Ils forment une population remuante, parfois indisciplinée, qui entre régulièrement en conflit avec les bourgeois de la ville et les agents du prévôt. Les églises sont des lieux de passage constants tout au long de la journée. Les Parisiens y entrent pour assister à un office, prier devant une statue de saint, allumer un cierge ou simplement s'abriter du froid ou de la pluie. Le parvis de Notre-Dame est un espace de rassemblement où se croisent les fidèles, les mendiants, les marchands ambulants et les curieux. Les processions religieuses traversent régulièrement la ville à l'occasion des fêtes du calendrier liturgique, dérogations aux fêtes patronales, en passant par les cérémonies extraordinaires organisées en temps de crise pour implorer la protection divine contre la peste ou la guerre. Les hôpitaux accueillent les malades et les indigents dans des conditions rudimentaires. L'Hôtel-Dieu, situé à proximité de Notre-Dame, est le principal établissement hospitalier de la ville.
Les malades y sont couchés à plusieurs dans de grands lits, soignés par des religieuses qui appliquent les remèdes prescrits par les médecins de la faculté. La médecine de l'époque repose sur la théorie des humeurs héritées de l'Antiquité, et les traitements consistent principalement en saignée, purge et administration de préparations à base de plantes. Les épidémies, quand elles surviennent, submergent rapidement les capacités de l'établissement, et les malades débordent dans les couloirs et les cours adjacentes. Le soir, la ville change de rythme. Les artisans ferment leurs ateliers lorsque la lumière décline, car le travail à la chandelle est difficile, coûteux et dangereux en raison des risques d'incendie. Les rues, dépourvues de tout éclairage public, plongent dans l'obscurité dès que le soleil disparaît derrière les toits. Les habitants se retirent dans leurs maisons. Le couvre-feu, signalé par la cloche du soir, interdit théoriquement de circuler sans lumière dans les rues après une certaine heure. Le guet, composé de sergents armés, patrouille dans les rues principales pour maintenir un semblant d'ordre. Mais les ruelles secondaires et les quartiers périphériques restent livrés à eux-mêmes une fois la nuit tombée. Le souper est un repas plus léger que le dîner de midi. On mange les restes du jour, un peu de pain, du fromage, parfois une bouillie. La veillée qui suit le repas est brève en hiver, quand le froid et l'obscurité poussent les familles à se coucher tôt pour économiser le combustible et la chandelle. En été, les soirées sont plus longues et les voisins se retrouvent parfois dans les cours ou devant les portes pour discuter, raconter des histoires ou écouter un conteur de passage. Les cabarets, nombreux dans certains quartiers, restent ouverts une partie de la soirée et accueillent les ouvriers, les soldats et les voyageurs qui boivent le vin servi dans des pichets de terre ou d'étain. La nuit parisienne est marquée par les bruits des animaux. Les chiens errants fouillent les tas d'ordures, les rats circulent le long des murs et des caniveaux. Les cochons, que certains habitants laissent encore divaguer malgré les interdictions, retournent les détritus dans les ruelles. Les cloches des couvents sonnent, les offices nocturnes, matines et laudes, rappelant que pour les religieux, la prière ne connaît pas de repos. Dans les maisons, les familles dorment serrées, dans des lits clos ou sous des couvertures de laine grossière, leurs vêtements empilés sur eux pour se protéger du froid qui s'infiltre par les murs de colombage et les fenêtres garnies de parchemins huilés ou de volets de bois. Les saisons modifient la vie quotidienne de manière importante. L'hiver est une période de relative inactivité pour certains métiers du bâtiment, mais les autres travaux se poursuivent malgré le froid. Les prix du bois de chauffage augmentent et les familles pauvres souffrent dans leurs logements mal isolés. Le printemps ramène une activité plus intense dans les rues et sur les marchés. L'été apporte la chaleur qui accélère la décomposition des déchets et rend l'odeur de la ville plus difficile à supporter. L'automne est la saison des vendanges dans les vignes, qui couvrent encore les pentes de Montmartre et de Belleville. Et le vin nouveau circule bientôt dans les tavernes de la capitale. Paris en 1400 est une ville marquée par l'incertitude. Le roi Charles VI souffre d'accès de folie qui plongent le royaume dans des crises politiques répétées. Les princes du sang se disputent le pouvoir. La guerre avec l'Angleterre menace de reprendre. Les prix fluctuent, les monnaies sont instables, et la population vit avec la conscience diffuse que les temps sont difficiles et que l'avenir reste obscur. Pourtant, chaque matin, les Parisiens se lèvent, allument leur feu, descendent chercher de l'eau, ouvrent leurs ateliers et reprennent les gestes qui composent leur existence quotidienne. La ville fonctionne, portée par le travail répété de ses habitants, par le commerce de ses marchés, par les prières de ses églises et par le mouvement incessant de la Seine qui traverse la cité en charriant les bateaux chargés de tout ce dont la capitale a besoin pour continuer à vivre un jour de plus.